Kiska est fini. Les prêtres viennent de rendre le verdict. Il est coupable de viol et de meurtre. Il a beau hurler qu'il n'a rien fait et supplier le tribunal, personne ne l'écoute. Sa sentence est une condamnation à mort déguisée. On l'envoie direct dans le donjon, un endroit ultra dangereux dont personne ne revient. Et le pire, c'est que le vrai tueur est là, caché dans la foule. Il savoure sa victoire en regardant Kiska se faire emmener. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir un peu en arrière. Salut, c'est le Prisme Anonyme. Vous l'avez sans doute remarqué, le nom il a changé, la voix est la mienne et l'ambiance n'est plus la même. C'est fini avec les résumés à rallonge et les voix robotiques. Maintenant, on passe chaque récit au scalpel. On va chercher de la densité, la noirceur et surtout les histoires qui valent vraiment d'être racontées. Que ce soit du JJK, du Dark Fantasy ou des pépites inconnues, on va filtrer tout ça à travers ce prisme. Alors, installez-vous confortablement parce qu'on retourne dans ce donjon. Voici la partie 1 de l'enfer de Kiska et de sa rencontre avec celle qui va le tuer encore et encore et encore. Tout commence quand un donjon de rang S apparaît près de son village. Des tonnes d'aventuriers débarquent de partout pour trouver des trésors. Kiska lui s'en fiche complètement. Ce n'est pas un héros, c'est juste un petit fermier. Ses récoltes crèvent à cause des pluies qui ravagent le village depuis des mois. Il est déjà au bout du rouleau. En plus, tout le village le déteste. Le fils du chef, un mec hyper arrogant, le harcèle depuis qu'ils sont gosses. Il traite Kiska de descendant de démons. Tout ça parce que Kiska a les cheveux argentés et qu'il dégage une odeur bizarre, comme celle des sorcières. Pour les villageois, c'est un paria. Un point, c'est tout. Le fils du chef l'arrête en plein chemin. Il l'insulte, lui dit qu'il est un incapable qui ne sait même pas cultiver sa terre. Et d'un coup, il lui colle un énorme coup de poing en plein visage. Kiska ne bouge pas. Il ne rend pas les coups. Il reste là, immobile, et il encaisse la douleur en attendant que la haine de l'autre s'arrête. Une fois que le calme revient, il rentre chez lui en boitant, le corps couvert de bleu. Mais il reste une personne sympa dans ce village pourri. Namiya. Elle court vers lui, elle tremble de peur en voyant son état. Elle l'assoit sur un vieux pont en bois et commence à le soigner avec douceur. Kiska ne comprend même pas pourquoi elle l'aide. Et là, elle lui dit un truc qu'il n'oubliera jamais. Elle trouve ses cheveux argentés magnifiques. Pour la première fois, Kiska sent son cœur battre. Il se dit qu'il peut enfin être accepté. Sauf que la réalité le rattrape direct. Namiya baisse les yeux et lui lâche une bombe. Elle va bientôt se marier. Et elle va épouser le fils du chef, le mec qui vient de le frapper. Là, le monde de Kiska s'écroule. Il sent un vide total, comme si le sol disparaissait sous ses pieds. Mais il ne dit rien, pas de colère, pas de reproche. Il sait qu'il ne fait pas le poids face à la hiérarchie du village. Alors avec une voix complètement cassée, il la félicite. Namiya est choquée. Elle s'attendait à ce qu'il s'énerve, mais il reste là de marbre. Elle comprend qu'elle aussi est coincée par sa famille. Et là, retournement total. Namiya lui demande s'il a déjà pensé à quitter le village. Elle ne supporte plus de le voir se faire massacrer tous les jours. Kiska baisse les bras. Il dit que ça ne servirait à rien, qu'il est pauvre et que le monde entier le détestera. C'est là que Namiya craque. Elle lui attrape la main, le regard hyper déterminé. Elle lui propose de s'enfuir ensemble. Elle veut qu'il recommence tout ailleurs, là où personne ne les connaît. Sa famille a de l'argent, assez pour qu'il s'en sorte. Pour Kiska, c'est comme une promesse. Ils restent là, l'un contre l'autre, sur le pont, alors que le soleil disparaît. Le soir même, il rentre chez lui et prépare ses affaires en vitesse. Son cœur bat à 100 à l'heure. Il a enfin de l'espoir. Ce qui arrive dans cette histoire est folle. Lâche ton meilleur pouce en l'air, si t'es prêt, on continue. Kiska a enfin de l'espoir. Il traverse le village en courant. Il serre ses quelques fringues contre lui. Il a le sourire, il imagine déjà sa nouvelle vie loin d'ici. Mais quand il passe devant la maison du chef, un cri déchire la nuit. C'est elle. Elle l'appelle à l'aide. Elle est terrifiée. Kiska lâche son sac par terre. Il fonce vers la porte et l'éclate d'un grand coup d'épaule. À l'intérieur, c'est l'horreur. Le fils du chef et deux autres gars encerclent la jeune fille. Le fils du chef a un sourire dégueulasse. Kiska tremble de rage. Pour la première fois, il ne se laisse pas faire. Il leur ordonne de s'écarter sur le champ. Il avance et balance un énorme coup de poing sur la tête du fils du chef. Sauf que Kiska est tout seul. Les trois mecs lui tombent dessus direct. Il le maîtrise et le roue de coups. La jeune fille hurle. Elle les supplie d'arrêter, mais le fils du chef ne l'écoute plus. Il est hors de lui. Il ne supporte pas qu'une fille de basse naissance le frappe pour protéger un déchet comme Kiska. Et là, ça devient atroce. Le fils du chef veut une punition exemplaire. Il chope la main de Kiska et d'un geste sec, il arrache son ongle. La fille pleure. Elle est désespérée. Elle jure qu'elle fera tout ce qu'ils veulent s'il le laisse partir. Mais ça ne fait qu'énerver le fils du chef encore plus.
Il déteste voir qu'elle tient à ce paria. Il frappe Kiska de plus en plus fort jusqu'à ce que le jeune homme ne voit plus rien. Kiska finit par perdre connaissance dans un flou de sang avec le visage de la jeune fille qui se tord de douleur devant lui. Le lendemain matin, c'est le tribunal. Tout est déjà plié d'avance. On l'accuse de meurtre et de viol sur la fiancée du fils du chef. C'est n'importe quoi, mais le chef a payé tout le monde. Les prêtres, les juges, tout le système. La sentence tombe direct. Exil dans le donjon de rang S. C'est l'endroit le plus dangereux qui existe. On le pousse dans un cercle magique. Kiska ne dit plus rien. Une lumière blanche l'entoure. Dans sa tête, il n'a qu'une idée. La vengeance. Il a la haine contre ces hommes et contre ce monde qui laisse les monstres gagner pendant que les gens bien souffrent. Et d'un coup, il se retrouve projeté dans un couloir de pierre sombre. C'est le donjon. Il entend des bruits de pas au loin. Il s'approche doucement et là, il voit un ours cuirassé de rang A. Une bête énorme avec une armure d'os et de métal. L'ours le repère et charge direct. Kiska n'a pas d'arme, il n'a aucune force. Il esquive de justesse, tombe à genoux et hurle à l'aide dans le vide. Et soudain, une voix de femme résonne dans son crâne. Elle lui dit « Je vais te sauver ». Une silhouette lumineuse apparaît devant lui. Elle lui touche la poitrine, lui donne une compétence et disparaît aussitôt. Mais le problème, c'est que le temps ne s'est pas arrêté. L'ours est déjà sur lui et il abat son poing colossal. L'ours abat son poing colossal et le choc est d'une violence pure. Le sol se fissure sous l'impact. Kiska est projeté contre la paroi. Son corps est littéralement broyé par la force de la bête. La douleur est tellement forte qu'il n'a même pas le temps de crier. Il meurt sur le coup. Dans son dernier souffle, il se demande si sa vie s'arrête là. Mais une lumière blanche jaillit devant lui. Il cligne des paupières, son cœur se remet à battre. Il est vivant. Sauf que ce n'est pas un miracle, c'est une malédiction. À peine revenu, la douleur revient 1000 fois pire. Il sent ses organes se nécroser, ses os se fissurent. Sa chair se tord dans tous les sens. Il veut désactiver sa compétence pour que tout s'arrête, mais il revoit le visage de Namiya. Il repense au rire des villageois qui l'ont trahi. La haine est plus forte que la mort. Alors il recommence. Il meurt 100 fois, 1000 fois. Il perd le compte. Mais à chaque mort, il apprend. Il retient les trajectoires des coups et les angles de fuite du monstre. Et là, au 100e cycle, il trouve enfin la faille. Il esquive avec précision. Il gagne 25 secondes précieuses. Il fouille la zone, cherche une arme, n'importe quoi. Il finit par ramper sur une faille étroite et tombe dans un passage secret. Au bout, il y a un coffre ancien avec des chaînes brisées. Il l'ouvre, à l'intérieur, une pierre bleue limpide. C'est le joyau de la sagesse. Il peut choisir une compétence. Il n'a pas de magie, alors il choisit l'invisibilité, un talon de rang S. La pierre se dissout dans ses mains, mais c'est là que ça déraille. Les murs tremblent, le sol s'allume. Des dizaines d'os cuirassés surgissent de partout. Kiska n'a pas le temps de réagir qu'un monstre le pulvérise déjà. Retour à la case départ. Tout recommence. Il essaie tout. La vitesse, la force, la défense. Rien ne marche. Il est bloqué dans ce jeu cruel. Il est sur le point de lâcher quand il entend une voix familière et glaciale dans sa tête. Celle du chef du village. Il revoit le visage arrogant de son fils. Ce rire moqueur, ce mépris. Kiska veut les voir payer. Il veut les chasser jusqu'au dernier. Cette fois, il choisit le renforcement musculaire. Son corps répond enfin. Il tient tête à un ours cuirassé. Il analyse chaque mouvement, chaque ouverture. Au bon moment, il bondit. Il porte un coup vertical et tranche la tête de la bête. Une notification apparaît. Niveau supérieur atteint. Il se dit qu'en montant de niveau, il pourra enfin sortir de là. Mais la réalité le rattrape direct. Il n'a que 10 créatures ici. Même s'il les tue toutes, il n'aura jamais assez de points pour atteindre le niveau 3. Il est coincé. Et là, sa raison commence vraiment à se fissurer. Au cours d'une nouvelle tentative de survie, Kiska active par inadvertance la compétence provocation, qu'il considérait jusqu'alors totalement inutile car incapable d'attaquer ou de défendre. Kiska, résigné à l'idée de mourir à nouveau pour réinitialiser le cycle de résurrection, voit apparaître les ours monstres devant lui. Il soupire. Pour lui, tout est déjà fini. Le moment où les bêtes chargent, un instinct se réveille en lui. Il se redresse, prend une pose arrogante et leur balance avec mépris. Bande de déchets. Et là, c'est le choc. Un des ours se bloque net. Il tremble de rage, devient complètement fou et fonce la tête la première dans un mur. Kiska reste figé une seconde, puis il explose de rire. Un rire de taré et libérateur. Il se met à les provoquer, tous, un par un. Il les insulte, il les défie. Le chaos est total. Les monstres perdent la tête. Ils s'entretuent dans une rage folle. À la fin, il n'en reste que 2, à moitié morts. Kiska connaît leurs mouvements par cœur. Il connaît leur délai et même leur respiration. Il avance entre eux et réactive provocation. Les deux bêtes se jettent l'une contre l'autre
et s'écrase dans un fracas de sang et de poussière. À sa 110e tentative, il a enfin passé la première épreuve. Mais c'est là que tout se corse. Il arrive dans la seconde salle et tombe sur un nouveau monstre, le mulet sans tête. C'est une créature de rang A qui frappe tout ce qui bouge dans le couloir. Kiska est déjà mort 10 fois contre lui sans rien comprendre. Heureusement, son point de réapparition a bougé à la fin du premier niveau. Rien que de savoir qu'il n'a plus à se taper les os, il se sent plus léger. Il court à toute vitesse dans les couloirs sans plan. Il tombe sur des cercles de transfert et en choisit un au hasard. Il se retrouve sur une route super longue, presque irréelle. Au bout, il voit une silhouette lumineuse. C'est une fille prisonnière d'un champ magique. Il s'approche, pose sa main sur le dispositif et la barrière explose. La jeune fille s'appelle Tsubaki. C'est une ancienne héroïne enfermée là depuis des siècles. Dès qu'elle reprend ses forces, elle lui saute dans les bras pour le remercier. À partir de là, ils font équipe. Dès qu'un monstre de rang A pointe son nez, Tsubaki le découpe proprement avec son épée. Sauf qu'elle ne fait pas que ça. Elle utilise une boîte dimensionnelle de rang S pour ramasser méthodiquement les cadavres de monstres. Elle explique à Kiska qu'ils doivent battre le gardien du secteur pour sortir, le titan de feu. C'est un colosse de 10 mètres de haut qui dort dans la zone la plus profonde. Kiska se dit que sans elle, il serait déjà mort 100 fois. Mais elle refuse de l'admettre. Quand il entre dans la salle, le sol tremble. Le titan ouvre les yeux. Il est massif avec des bras comme des colonnes et le torse en feu. Tsubaki dit à Kiska de rester derrière elle. Elle jure de le protéger quoi qu'il arrive. Le combat explose direct. Il y a des flammes et des explosions partout. On dirait un duel entre deux dieux. Mais là, tout bascule. Le pied de Tsubaki glisse sur un éclat de pierre. Elle perd l'équilibre. Le titan en profite et frappe. Elle est projetée violemment contre le mur. Le colosse lève son poing pour l'écraser. Kiska n'hésite pas une seconde. Il se jette entre eux et active sa compétence. Le titan s'arrête net. Il oublie Tsubaki et se retourne vers lui. La fille hurle. Elle est persuadée qu'il va mourir. Elle pleure déjà et se sent super coupable. Mais contre toute attente, Kiska a esquivé le coup. Son corps bouge tout seul. Il a l'expérience de ces centaines de morts précédentes qu'il parle pour lui. Il hurle à Tsubaki de frapper maintenant. Elle piche direct. Elle lance une attaque ultime, le Dragon Slayer Strike. Le titan de feu pousse un dernier cri et s'écroule dans une explosion d'étincelles. C'est la victoire. Tsubaki court vers lui et le serre fort dans ses bras. Ils ont réussi. Enfin, c'est ce qu'il croit sur le moment. Mais c'est là que ça change. Tsubaki trouve un passage secret juste derrière la salle du boss. Il rentre dans un petit couloir étroit et tombe sur une pièce bizarre. C'est une chambre au trésor éclairée en rouge sang. Tsubaki reconnaît l'endroit. Elle explique que c'était la planque d'un ancien vampire. Kiska n'est pas à l'aise. Il veut partir, mais Tsubaki refuse. Elle veut se reposer. Elle lui dit de ne plus réfléchir et de s'approcher. Elle veut apprendre à mieux le connaître. Sauf que Kiska, il fait un pas en arrière. Il est super gêné. Il a honte de son odeur. Il se trouve sale. Il sent la sueur et la poussière de tous ses combats. Et puis, il y a ses cheveux blancs. Il les déteste. Pour lui, c'est une malédiction, une marque de démon qui fait que tout le monde le rejette. Mais Tsubaki sourit. Elle dit qu'elle trouve ses cheveux magnifiques. Elle trouve ça cool. Kiska bug. C'est seulement la deuxième personne au monde à ne pas détourner les yeux après Namiya. Tsubaki lui lâche alors une info. Elle vient d'un autre monde. Kiska ne cherche même pas à comprendre, il la croit direct. Elle a l'air ravie et pose doucement sa tête sur son épaule. Et là, moment de malaise total. Un énorme bruit vient de casser l'ambiance. C'est le ventre de Kiska qui gargouille super fort. Elle sort un tablier et sa boîte magique dimensionnelle. Elle se met à cuisiner avec des gestes super précis. En quelques minutes, la table est prête. Kiska prend une bouchée et là, il craque. Ça a exactement le même goût que le plat préféré que lui préparait Namiya autrefois. Il se met à pleurer sans même s'en rendre compte. C'est son premier vrai repas chaud après tant de morts et de souffrances. Tsubaki finit par faire la vaisselle en chantonnant. Et pour la première fois depuis des années, Kiska se sent enfin apaisé. Kiska veut faire le gentleman. Il propose de laisser le lit à Tsubaki et de dormir sur le canapé. Mais Tsubaki a une autre idée. Elle lui sourit bizarrement et lui dit qu'ils doivent dormir ensemble. Kiska finit par céder, mais il s'installe quand même sur le canapé avec une petite couverture. Il se sent enfin mieux. Il se dit qu'il doit devenir plus fort pour ne plus dépendre d'elle. Mais d'un coup, il entend un bruit derrière lui. Il se retourne. Tsubaki est en train de ramper vers lui sur le canapé, à quatre pattes. Elle est rouge écarlate. Ses yeux brillent. Elle lui balance tout d'un coup. Elle l'aime. Elle l'aime à la folie, au point de devenir dingue. Elle sait qu'il ressent aussi quelque chose pour elle.
Kiska bafouille. Il essaie de dire qu'il ne mérite pas ça, mais Tsubaki lui rappelle qu'il l'a sauvé et qu'il lui a rendu sa liberté. Elle lui avoue qu'elle attend ce moment depuis des siècles. Elle a vu passer des centaines d'âmes, mais aucune n'était son prince. Pour elle, Kiska est enfin l'élu qu'elle attendait. Mais c'est là que ça déraille. Elle s'approche encore et le supplie d'accepter son amour. Kiska refuse. Il lui dit honnêtement qu'il aime déjà quelqu'un. Tsubaki reste silencieuse, puis elle sourit tristement. Elle lui dit que ce n'est pas grave, qu'elle peut être la deuxième dans son cœur. Et sans prévenir, elle lui saute dessus. Kiska a un flash. Il revoit Namiya qui hurle sous les coups d'un autre homme. Il panique totalement. Il repousse Tsubaki super violemment. Elle tombe par terre. Kiska s'excuse direct. Il tremble. Il lui explique qu'il déteste quand on force les gens. S'il cédait, il serait un monstre, comme ceux qu'il déteste. Tsubaki se relève sans dire un mot et retourne au lit. L'ambiance est hyper lourde. Kiska est épuisé et finit par s'endormir. Sauf que pendant la nuit, il sent une présence. Il ouvre les yeux et il la voit. Tsubaki flotte au-dessus du sol. Son corps est tout raide, ses yeux grands ouverts fixés sur lui. Elle est morte. Kiska pète un plomb. Il croit que c'est son refus qui l'a brisé. Il devient fou. Il prie pour que ce soit qu'un rêve. Il s'enfuit en courant dans les couloirs. Il arrive au deuxième étage sans être préparé et les monstres lui tombent dessus. Il se fait déchiqueter. Sa dernière vision, c'est le visage de Tsubaki qui flotte avec un sourire figé. Et là, retournement total. Il revient à la vie à la fin du premier niveau. Il est en plein remords. Il se dit que c'est de sa faute si Tsubaki est morte dans l'autre vie. Il commence à se dire que cette fois, il va accepter son amour, même s'il n'en a pas envie. Il n'a plus personne et sans elle, il ne survivra jamais dans ce labyrinthe. Il est prêt à céder, mais une voix se moque de lui derrière son dos. Il se retourne et voit Tsubaki. Enfin, elle lui ressemble, mais elle a l'air agacée. Elle le repousse avec dégoût. Elle plisse le nez et lui dit qu'il pue. Elle lui balance que s'il veut lui parler, il doit d'abord aller se laver. Kiska est scotché. Cette Tsubaki est froide, méchante et n'a plus rien à voir avec l'autre. Franchement, t'as un mauvais pressentiment ou pas? Kiska est sous le choc. Il lâche son nom comme un cri. Tsubaki! Elle s'arrête net. Un sourire apparaît sur ses lèvres. Elle piche tout de suite. Ce n'est pas la première fois qu'ils se voient. Sauf que là, l'ambiance change direct. Elle ne vient pas lui faire un câlin. Elle s'approche et pose sa main glacée sur son cou. Ses doigts se serrent doucement. Elle lui murmure à l'oreille de ne plus s'approcher d'elle. Elle lui balance qu'il dégage une odeur insupportable et qu'elle lui a déjà dit 1000 fois. Et là, elle décide de lui révéler un secret. Elle lui explique que la mort ne remet pas tout à zéro. Il y a des trucs qui restent gravés dans l'âme, quoi qu'il arrive. Kiska est paumée. Il lui demande qui elle est vraiment. Elle répond simplement qu'elle est Tsubaki, la vraie, celle qu'il n'a jamais rencontrée. C'est sa personnalité sombre. Elle est faite de tout ce que l'autre Tsubaki cachait, sa colère, sa haine et sa frustration. Si elle est là, ça veut dire une seule chose. La Tsubaki qu'il aimait a abandonné tout espoir. Mais attendez, elle ne s'arrête pas là. Avant de partir, elle lui donne un dernier avertissement. Elle lui ordonne de ne plus jamais s'approcher d'Ageha. C'est le nom qu'elle se donne maintenant. Elle lui dit tout bas que s'il ne veut pas comprendre, elle va lui faire comprendre autrement. Et là, c'est le choc. Ses doigts se resserrent d'un coup sec. Un craquement résonne dans le silence. Elle vient de briser sa nuque. La partie 2 arrive très bientôt et croyez-moi, ça va être encore plus violent. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous maintenant. Et dites-moi en commentaire, vous pensez que Kiska va survivre à Ageha ou pas? C'était le Prisme Anonyme, on se retrouve dans l'ombre pour la suite.